Chers amis, il est un paradoxe dont je voudrais vous parler. D'ailleurs, j'en parle régulièrement depuis que je fais des conférences. C'est un paradoxe qui sert de fil conducteur dans la compréhension des civilisations, des hommes et de leurs pensées. Vous notez qu'on parle de miracle grec. Et puis le terme a paru tellement galvaudé que finalement, il n'était pas très historique que de parler de miracle grec. Le miracle grec, c'était que l'idée selon laquelle les Grecs avaient tout inventé. Et puis, quand on a découvert les vieilles civilisations comme Sumer, la civilisation égyptienne, la civilisation crétoise, la civilisation hittite, on s'est aperçu que finalement, il y avait eu des hommes qui avaient pensé, et qui avaient parlé, qui avaient écrit, qui avaient fait progresser finalement la science des civilisations humaines. Et pourtant, lorsque les Grecs entrent dans l'histoire, ils y entrent d'une manière différente. Et les thèmes qu'ils proposent, qu'ils traitent, eh bien, ce sont des thèmes qui, alors qu'ils revêtent le même nom, ne représentent pas le même contenu. C'est vrai qu'à Sumer, en Égypte ou ailleurs, il y a toujours eu des textes historiques, en tout cas qu'on a qualifiés d'historiques. Il y a des textes de politique, puisque finalement il y avait des sociétés dont on pouvait imaginer qu'elles étaient organisées de manière politique. On sait même qu'il y avait des représentations théâtrales, et donc il devait y avoir du théâtre. Et puis forcément, il devait y avoir des pensées, des paroles. Je pense par exemple aux lettres d'un vizir à son fils, qui représentait une forme de sagesse. Alors, lorsque les Grecs arrivent, qu'est-ce qu'ils font de différent? En quoi leur manière de voir dans les catégories que je viens de vous dire est une approche différente? Et c'est donc dans ces domaines-là que je vous propose de suivre 3 ou 4 vidéos de 5 à 10 minutes chacune, de façon à bien montrer que s'il y a eu par le passé des formes de pensée qui se sont exprimées, et c'est normal, puisqu'il s'agit de sociétés humaines, il y a bien, au moment où les Grecs arrivent sur la scène de l'histoire, c'est-à-dire en l'entour du XIVe, XIIe, Xe siècle, mais surtout à partir du 8e siècle, du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu là une période de rupture sur des thèmes qui semblaient tellement les mêmes et qui pourtant revêtent une forme révolutionnaire. Prenons un seul exemple. Il y a bien des textes historiques, par exemple dans le domaine égyptien ou bien dans le domaine sumérien, qu'on appelle des annales. Ces textes-là sont bizarrement, quand on les lit, on a une drôle d'impression. On a l'impression que ce sont des textes liturgiques. Prenez par exemple la bataille de Kadesh. C'est la bataille entre les Égyptiens et les Hittites. C'est une bataille historique, rapportée, semble-t-il, de manière historique par un historien, si on peut dire, égyptien. Or, bizarrement, ce n'est pas le visage de Pharaon qui transparaît, mais on voit que derrière lui, il y a celui qui a créé le monde. C'est-à-dire qu'il y a le Dieu créateur. Ce Dieu créateur, la mythologie égyptienne nous rappelle que ce Dieu créateur a chassé les forces obscures, de façon à ce que la clarté illumine le monde. Il a triomphé des enfants de la faiblesse, c'est-à-dire de ces cohortes d'êtres animés, qui pouvaient être des hommes, pourquoi pas, qui s'opposaient finalement à l'émergence de la luminosité que représentait le monde divin égyptien. Et donc lorsque Pharaon triomphe des Hittites, il est un peu comme le Dieu primordial qui sort des ténèbres et qui assure l'éclat de lumière sur l'éclatante lumière sur toute la création. C'est donc un texte qui n'est pas historique, en ce sens qu'il suit un vieux schéma historique qui est celui du mythe. Disons que c'est un texte historique à portée mythologique. Or, l'histoire c'est tout autre chose. L'histoire c'est, par exemple, lorsque nous abordons le rivage grec, c'est le seul exemple que je vais donner. Lorsque nous voyons par exemple l'historien Thucydide qui étudie la guerre du Péloponnèse et qui pose les lois de l'histoire. En posant les lois de l'histoire, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il dit suivre pas à pas la façon dont le conflit s'est déroulé. Il dit en chercher la véritable cause, de façon à ce que cette cause puisse servir d'illustration et d'enseignement pour les générations à venir. Il fait œuvre pleinement d'historien au sens moderne du terme. Pas de mythologie là-dedans. Pas d'approche même philosophique. Pas d'approche non plus d'une certaine sagesse ou autre. Non, non. Un texte d'histoire comme nous le connaissons et comme nous les aimons. Donc, il y a toujours le même terme. On va parler dans les ouvrages que vous avez à votre disposition, dans cette bibliothèque, dans tous les romans que vous pouvez lire, ou les ouvrages scientifiques, on va vous parler de l'histoire égyptienne. Or, l'histoire égyptienne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au sens où l'entend l'histoire grecque, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers, dans ce domaine particulier, d'une forme de pensée qui s'est épanouie à partir du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ sur les bords de la mer Égée.